C'est quelque chose dont je veux vraiment parler pour que tout le monde reste prudent et garde la tête froide en toutes circonstances. Pour vous donner un peu de contexte, je vivais au milieu de nulle part, au Canada. C'était une vieille petite ville avec pas mal de bâtiments abandonnés à cause du manque d'habitants. Mes amis et moi nous ennuyions énormément. Alors on explorait ces bâtiments abandonnés. Avant l'expérience dont je vais parler, il ne nous était jamais rien arrivé de vraiment grave. On avait parfois vu une sorte de liquide ressemblant à du sang. Une fois, on avait aperçu un pentagramme tracé au sol, mais rien de vraiment inquiétant, jusqu'à la dernière fois. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans une garderie située dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est une combinaison étrange. L'établissement avait fermé faute de patients et d'enfants inscrits. Quelques années plus tard, j'ai décidé d'y retourner avec mes amis. J'avais 15 ans. La plupart d'entre eux aussi. Quand nous sommes arrivés, c'était presque cliché. Il y avait du brouillard, il faisait sombre, une fine pluie tombait, le portail principal était cadenassé. On s'est entraidés pour l'escalader. On faisait beaucoup de bruit. On riait. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. On a d'abord exploré l'aire de jeu avec nos lampes torches. Même avec des lampes assez puissantes, on voyait mal. On a décidé d'entrer dans le bâtiment délabré. Le verre brisé et la poussière craquaient sous nos pieds. Dans la section garderie, il restait encore des vieux Legos, des copeaux de bois, des poupées déchirées, des jouets éparpillés. Plus on avançait, plus on se taisait. Bientôt, on n'entendait plus que le bruit de nos pas. J'ai trouvé une boîte de crayons dans un coin. Je me suis approchée pour les ramasser. Et soudain, un énorme fracas derrière une porte métallique menant à l'ancienne aile psychiatrique. On s'est tous regardés. On était 5. La plupart étaient sur 2, un peu trop même. Brian a proposé d'aller voir d'où venait le bruit. Je n'aimais pas l'idée, mais personne n'allait refuser. On s'est regroupés devant la porte. Elle était rouillée. On a dû forcer pour l'ouvrir. L'odeur métallique et humide est devenue plus forte, avec autre chose, une odeur que je n'arrivais pas à identifier. Les couloirs étaient étroits. Des portes métalliques à gauche et à droite, certaines ouvertes. Je me sentais claustrophobe. J'avais du mal à respirer. Brian a braqué sa lampe dans une pièce, on s'est arrêté. Il est entré lentement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. J'ai cru voir quelqu'un, mais ça doit aller. À l'époque, je pensais qu'il nous faisait peur exprès. Avec le recul, je crois qu'il était sérieux. On a continué plus loin. Puis un autre ami nous a fait signe de nous arrêter. On a écouté. Au loin, des pas, légers, un écho dans le couloir. On s'est regardé, la peur dans les yeux. Brian a avancé vers le bruit. On a hésité à faire demi-tour, mais on ne pouvait pas le laisser seul. Plus on approchait, plus j'avais l'impression qu'on nous observait. Puis on est entré dans une pièce à droite. L'odeur nous a frappés. De la viande pourrie. Devant nous, un cerf mort, éventré, ses entrailles répandues sur le sol en béton. Un de mes amis a vomi. C'est à ce moment-là qu'on a entendu un murmure. Brian a dirigé sa lampe vers un coin. Un homme était là, cheveux courts, tête baissée, t-shirt vert vif taché de ce qui ressemblait à du sang, pantalon beige déchiré, pieds nus, abîmés. Il tremblait par à-coups, il marmonnait. Même après qu'on l'ait vu, on l'a fixé pendant 30 secondes, puis il a levé la tête, un sourire terrifiant. « Vous êtes là pour le festin ?» On a explosé de panique. On a couru, à travers le couloir, jusqu'à la garderie. La porte métallique était toujours ouverte. On a essayé de la claquer. Elle était lourde. Rouillée. 3 d'entre nous ont dû tirer de toute leur force. Juste avant qu'elle ne se referme, j'ai vu sa silhouette, ses dents blanches dans l'obscurité. On s'est assis derrière la porte, essoufflés, à se regarder, pour vérifier qu'on avait tous vu la même chose. Puis, un léger tapotement sur la porte, c'était le signal. On est parti en courant. On ne s'est pas arrêté avant d'être loin. 1 an plus tard, la police est revenue inspecter les lieux. Ils l'ont trouvé. Il avait été patient dans cette aile psychiatrique avant sa fermeture. Il s'était échappé de l'établissement où il avait été transféré. Il vivait dans les bois, se nourrissant d'animaux. Quand la police l'a arrêté, il était gravement malade, à cause de la viande crue. Son état mental s'était encore aggravé. Des rumeurs disent qu'il aurait tué quelqu'un dans la forêt. Mais rien n'a été confirmé. Alors oui, soyez prudents, surtout dans les endroits abandonnés. La maison où je vis se trouve à seulement quelques centaines de mètres d'une petite église dans une banlieue. Même si j'ai été élevé dans la foi chrétienne, je n'ai jamais été vraiment religieux.
Je n'allais à cette église que lorsque mes parents m'y emmenaient quand j'étais enfant. Mon père est décédé quand j'étais adolescent et nous avons complètement arrêté d'y aller en famille. Après ça, je n'y suis retournée que lorsque des amis me demandaient de les accompagner. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je ne passe devant l'église que lorsque je dois me rendre en ville. Il y a un chemin en terre sur le côté qui mène au parking derrière l'église, adjacent à une grande route où il est facile de prendre le bus pour aller travailler. C'est plus proche que le portail du village de l'autre côté et de là je n'ai besoin que d'un seul bus. Je ne suis pas quelqu'un de facilement effrayé et je n'ai jamais souffert de traumatisme durable après avoir eu peur. Mais ce que j'ai vu près de cette église il y a 3 mois me hante encore au plus profond de moi. Une tempête avait été annoncée plus tôt dans la semaine. Pourtant, ce jeudi matin-là, en partant au travail, le ciel était parfaitement dégagé, pas un seul nuage pour cacher les étoiles. Je n'ai donc pas pris de parapluie. J'ai escaladé le portail du parking qui est enchaîné jusqu'à 6 heures du matin pour la première messe. Le gardien au poste ne disait rien. Le personnel de l'église connaissait bien ma famille. Je travaille comme cuisinier dans un hôtel. C'est un travail exigeant. Je pars avant le lever du soleil et la plupart du temps je rentre bien après qu'il se soit couché. La seule fois où je vois la lumière du jour, c'est quand on m'affecte au buffet avec vue sur la piscine. Ce jour-là était banal, surmené et sous-payé. Je suis restée en cuisine, sans fenêtre. J'ai donc été surpris en sortant de voir les rues inondées. Apparemment, il avait plu fortement toute l'après-midi avant que ça ne se calme au coucher du soleil. Il était environ 20 heures quand j'ai quitté l'hôtel. Dans mon pays, rues inondées signifie trafic bloqué pendant des heures. Ce n'était pas inhabituel. J'avais déjà connu ça. Ça voulait aussi dire que je pouvais dormir dans le bus. Vers minuit, il s'est remis à pleuvoir violemment. Le bus n'avait pas avancé depuis 10 minutes. Comme je n'étais plus très loin du parking de l'église, j'ai décidé de descendre et de finir à pied. J'ai rangé mon téléphone et mon portefeuille dans mon sac étanche, qui contenait aussi un t-shirt de rechange, ma clé de maison et mon set de couteaux. Ça ne me dérangeait pas d'être trempé. Le portail était déjà enchaîné, mais je l'ai escaladé comme d'habitude. L'eau montait jusqu'aux genoux sur le parking. Le poste de garde était vide. J'ai supposé qu'il s'était réfugié dans l'église. Il faisait très sombre. Je me guidais grâce aux faibles lumières des maisons au loin. Elles ressemblaient à de petits points. Je progressais lentement dans l'eau stagnante quand j'ai entendu un bruit étrange d'éclaboussure dans le coin gauche du parking. À cause de la pluie battante, je distinguais mal. Mais je savais que je n'étais pas seule. Toutes les lumières du parking étaient éteintes. Le bruit continu de la pluie formait une sorte de bourdonnement sourd, ce qui me permettait de percevoir clairement qu'il se passait quelque chose là-bas. J'ai aperçu la silhouette d'une personne assise. Je ne voyais que la partie supérieure du corps. En m'approchant, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. C'était une femme. Je le comprenais à ses longs cheveux et à ses formes. Elle agitait les bras, frappait l'eau avec ses poings, grognant à chaque mouvement. Elle était à 2 longueurs de voiture de moi, je n'étais pas trop inquiet. J'ai déjà croisé des gens instables. Je les regardais quelquefois en passant. Puis j'ai atteint le chemin en terre. Elle était désormais hors de mon champ de vision. La boue rendait la marche difficile. L'eau n'arrivait plus qu'aux chevilles, mais mes chaussures s'enfonçaient à chaque pas. Un petit éclaboussement m'a fait me retourner. Dans l'obscurité du chemin, la femme était étalée face contre terre dans l'eau peu profonde. Je me suis figée. Devais-je l'aider ? Je détestais l'idée d'être celui qui laisserait quelqu'un se noyer dans 15 centimètres d'eau. Elle était à une dizaine de pas. Avant que je décide quoi faire, elle a bougé. Je ne voyais aucun détail, seulement sa silhouette. Elle relevait la tête vers moi, puis elle s'est mise à 4 pattes. Ses mains sont restées posées au sol. J'étais pétrifiée. Mes jambes ne répondaient plus. Je pensais à mes couteaux, mais j'avais peur de bouger. Et puis elle a commencé à ramper vers moi. Là, quelque chose s'est déclenché. Je me suis mise à courir. Je l'entendais derrière moi, les éclaboussures. Sa respiration rauque, comme une toux. Les larmes me montaient aux yeux. La pluie brouillait les lumières au loin. Je savais que je courais pour ma vie. Je n'osais pas me retourner. Elle a poussé un cri, un son si rugueux qu'il ressemblait au couinement d'un porc. Je n'ai jamais couru aussi vite. Je n'entendais plus que la pluie, assourdissante. Ma maison était proche. Je suis passée devant quelques porches faiblement éclairés. Je courais maintenant sur l'asphalte. Je ne sais pas quand, mais j'ai perdu mes chaussures sur le chemin en terre. J'ai arraché la fermeture de mon sac, cherché frénétiquement ma clé en regardant autour de moi. Je suis entrée. J'ai claqué la porte. Je me suis effondrée. Je ne me souviens plus de la suite.
Le lendemain matin, mon grand frère m'a raconté. Il était encore réveillé quand je suis rentrée. Il m'a trouvée à genoux contre la porte, en train de pleurer silencieusement. Ils ont essayé de me parler. Je ne répondais pas. Ils m'ont changée, mise au lit. Au petit déjeuner, j'ai expliqué. Ma mère a prévenu les gardes du village. Ils étaient inquiets. Mais ils ne comprenaient pas la peur que j'avais ressentie. Mon frère a même plaisanté. Je ne suis pas allée travailler ce jour-là, ni le reste de la semaine. J'ai eu de la fièvre. Les gardes ont patrouillé davantage pendant un temps. Ils n'ont rien trouvé, à part mes chaussures dans le parking. Je ne peux plus marcher seule sans regarder derrière moi toutes les 5 secondes. Les bruits soudains me font sursauter. Je ne supporte plus la pluie. Ça va un peu mieux. Je peux dormir dans le noir maintenant. Mais je continue de voir cette silhouette rampante quand je ferme les yeux. J'aimerais pouvoir vous en dire plus sur elle, parce qu'avoir peur de quelque chose est une chose. Mais quand on ne comprend pas ce que l'on craint, l'esprit comble les vides avec des détails bien plus terrifiants que la réalité. Je suis rentrée chez moi pour l'été pour la première fois depuis 1 an, après avoir commencé l'université. Notre maison se trouvait, et se trouve toujours juste à l'extérieur d'une petite ville entourée de forêts. Il y avait aussi un petit lac artificiel, dérivé d'une rivière qui traversait la forêt sur des kilomètres avant de se diviser en plusieurs ruisseaux à l'est du lac. Près de chez moi, un petit sentier herbeux longeait un ruisseau et menait jusqu'à la rivière. C'était une longue marche, mais je la faisais souvent quand j'étais enfant. Je connaissais très bien cette forêt. Je savais où couper à travers les arbres denses pour rejoindre le ruisseau. Le trajet que je faisais quittait toujours le sentier principal, qui s'orientait lentement vers le nord-ouest, s'éloignant du ruisseau, puis prenait un virage serré vers l'ouest après quelques kilomètres. À cet endroit, le ruisseau était caché profondément dans la forêt. Je continuais ensuite vers le nord, en suivant le ruisseau jusqu'à la rivière, puis je suivais la rivière vers l'ouest pour atteindre le lac. Il est en réalité assez facile de se perdre dans cette forêt. Le terrain ne descend pas simplement vers l'eau, ça monte, ça descend, et on finit complètement entouré d'arbres. Mais j'y ai passé des journées entières à errer, seule ou avec mon père, pendant 18 ans, et je n'y avais jamais vu personne. Je m'y suis rendue 2 fois cet été-là, les 2 fois seule. La première fois, je suis partie le matin. J'ai suivi le sentier jusqu'au virage serré, puis j'ai coupé à travers la forêt. J'ai atteint le ruisseau après environ 1 heure. Alors que je passais mes mains dans l'eau, j'ai entendu une cloche au loin, venant du nord. Quelque chose faisait sonner une cloche, avec insistance et à intervalles réguliers. Ça m'a paru étrange. Je me suis demandé si c'était un chien de chasse perdu. J'ai commencé à me diriger vers le son, mais j'ai vite compris que ça ne pouvait pas être un animal. La cloche était trop lourde. Le son était trop clair pour venir d'un simple collier. J'ai continué d'avancer. La cloche semblait s'éloigner de moi, puis elle s'est arrêtée complètement au bout de 5 minutes. Le ruisseau n'était pas assez puissant pour transporter une cloche enfermée dans une tente ou quelque chose du genre, et la rivière était encore loin. J'ai envisagé toutes les explications possibles. Aucune ne tenait, à part une évidence que je refusais d'accepter, ça devait être une personne. Mais j'ai chassé cette idée. J'ai continué normalement jusqu'à ce que je tombe sur un blaireau mort, en pleine décomposition, soigneusement décapité. C'était clairement fait au couteau. Le corps était encore souple, pas encore trop d'odeur. La plaie était pleine d'asticots, mais je savais que ça arrive vite après l'exposition. Le son de la cloche suivait le ruisseau. Moi aussi. Alors le blaireau avait été placé là, peut-être tué là, au moins décapité pendant que je marchais dans cette direction. Je ne sais pas. Mais rien d'autre ne s'est produit ce jour-là. 1 semaine plus tard, j'y suis retournée pour la 2e fois de l'été, et la dernière. Je suis partie vers 18 heures. J'ai atteint le ruisseau, puis la rivière en 1 heure. Il commençait à se faire tard. La pluie tombait fort, le soleil s'est couché vers 21 heures. Je marchais aussi vite que possible. Le bruit de la pluie dans les arbres était surréaliste, presque assourdissant. Je trottinais, tête baissée, dans la partie la plus dégagée de la forêt quand j'ai heurté quelque chose de lourd. L'odeur m'a frappé immédiatement. C'était le corps du blaireau, en décomposition avancée. Sa tête était attachée devant ses pattes. Le corps pendait à un arbre, un sac putride dégoulinant d'un liquide vert. J'ai eu un haut-le-cœur. Une substance visqueuse s'est retrouvée dans mes cheveux. C'était répugnant. Je suis restée figée, puis j'ai commencé à m'agiter violemment, comme si j'étais couverte de ces fluides. J'étais trempée par la pluie. Mes sens se brouillaient. Et là, j'ai réalisé, j'étais passée par ce chemin pour aller à la rivière. Quelqu'un avait suspendu le corps après mon passage.
Quelqu'un savait que je le verrais. Est-ce que quelqu'un m'observait, courait à travers la forêt? Les bruits de branches qui craquaient autour de moi n'étaient pas des animaux. Je me suis mise à courir, mi-course, mi-marche rapide, vers le sentier. Puis j'ai entendu la cloche à nouveau. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit de me rejoindre au virage serré du sentier. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la forêt. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. C'était comme si mes entrailles s'étaient vidées d'un coup. Les poils de ma nuque se dressaient malgré la pluie. Il faisait noir. Je courais. Le sentier me paraissait encore trop loin pour me sentir en sécurité. La pluie étouffait tous les sons. La cloche sonnait plus longtemps que la première fois. Par moments, j'avais l'impression qu'elle m'encerclait. La peur, combinée à ma respiration coupée et aux bruits étouffés, me faisait perdre mes repères. Je savais que je me dirigeais vers le sud-ouest, mais je n'étais plus sûre de rien. Je respirais comme un cheval. Je toussais, je pleurais, je trébuchais. Mais je suis restée au téléphone avec ma mère qui arrivait avec mon père. J'entendais des bruits sans savoir lesquels. Ma mère criait que je devais courir. Puis j'ai entendu des branches se briser, des pas, clairs, distincts, et la cloche plus forte. Je ne voulais pas, mais je me suis retournée, et je l'ai vue. Une silhouette grande, avançant lentement à l'extrémité de la clairière, tenant la cloche devant son ventre, la faisant sonner lentement. Je savais qu'il me regardait. Je ne sais pas si c'était l'adrénaline ou un instinct de survie, mais j'ai couru comme jamais. Je hurlais, je mentais. Je disais que j'étais au téléphone avec la police, qu'ils étaient sur le sentier, que « Papa, je te vois ». Je voulais crier « Papa, où es-tu ?» mais je ne l'ai pas fait. Je sentais que quelque chose d'horrible allait arriver. J'avais l'impression qu'il était juste derrière moi. Je me répétais de ne pas regarder. Je haletais, je pleurais, je criais. J'ai même laissé tomber mon sac. Je ne m'en suis rendu compte que dans la voiture. Mon téléphone était ma seule bouée. Tout semblait irréel. Mes jambes bougeaient toutes seules. Je n'entendais que mon cœur et la cloche. Puis j'ai entendu mon père crier mon nom. J'ai su qu'il me voyait. Je me suis jetée sur lui. Il a entendu la cloche lui aussi. Ma mère l'entendait au téléphone, depuis sa voiture. Je ne saurai jamais qui était cet homme et je ne veux pas le savoir. J'avais 16 ans. Je vivais avec mes parents dans une petite maison à la périphérie de la ville, dans un quartier boisé à environ 1 heure du centre où ils travaillaient. C'était un jour de semaine ordinaire. Toute la journée, le ciel avait été gris et pluvieux. On annonçait une grosse tempête pour la soirée, mais ça ne m'inquiétait pas vraiment, tant que je n'avais pas à rentrer à pied sous la pluie. Heureusement, l'averse s'est vraiment intensifiée seulement après la fin des cours et mon retour à la maison. D'habitude, ces alertes sont exagérées. Pourtant, en regardant la télévision dans le salon, j'ai vu les nuages devenir de plus en plus sombres. La pluie s'est mise à tomber violemment. Mais le plus inquiétant, c'était le vent. Notre vieille maison en bois grinçait et semblait trembler sous les rafales. Malgré tout, je me répétais que tout allait bien. J'attendais simplement que mes parents rentrent. Vers 17h30, mon téléphone a hurlé une alerte d'inondation éclair. Peu après, ma mère m'a appelé. Plusieurs routes étaient sous l'eau. C'était trop dangereux pour conduire. Ils allaient attendre que ça se calme. Je lui ai dit que j'allais bien et que la maison tenait le coup. Savoir qu'ils étaient bloqués en ville m'a donné faim. Je suis allée dans la cuisine me préparer quelque chose. Pendant que mon repas tournait au micro-ondes, j'ai cru entendre un bruit, comme quelqu'un frappant contre du bois. Le son était étouffé par la pluie et le vent. Je me suis dit que c'était sûrement un objet projeté contre la maison. Je l'ai ignoré. Je suis retournée au salon. Mais avant même de commencer à manger, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, ça venait clairement de la porte d'entrée. Le même rythme que tout à l'heure. Là, ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui frappait. Mais qui serait dehors par un temps pareil? Je suis restée figée sur le canapé, trop effrayée pour bouger. Quand rien d'autre ne s'est produit, je me suis levée. Je me suis approchée de la porte et j'ai regardé par le judas. Il était embué. Je ne distinguais que des formes floues à travers la pluie battante. J'ai attendu quelques secondes. Rien. Je me suis sentie assez rassurée pour ouvrir la porte. Au début, j'ai été soulagée. Personne. Juste la tempête. Puis j'ai baissé les yeux. Dans la boue menant au perron, il y avait des empreintes. Je ne voyais pas les détails, mais le motif répétitif était clair. Des pas. Et vu la météo, ils étaient récents. Sinon, la pluie les aurait effacés. Un frisson m'a traversée. J'ai refermé la porte brusquement. Je ne savais pas quoi faire. Appeler mes parents? La police? Ou éviter d'inquiéter tout le monde pour rien? Je me répétais qu'ils n'étaient plus là. J'ai décidé de rester vigilante. Si j'entendais autre chose, j'appellerais.
Je suis retournée sur le canapé et j'ai baissé le volume de la télévision pour mieux entendre la tempête. À un moment, je me suis allongée et je me suis endormie. Quand j'ai rouvert les yeux, la maison était plongée dans l'obscurité. La tempête faisait toujours rage. Je me suis demandé combien de temps j'avais dormi. Mes parents ne m'avaient pas réveillée. J'ai regardé mon téléphone, plusieurs appels manqués, des messages. Les routes étaient toujours impraticables. Ils avaient pris un hôtel pour la nuit. Je me suis redressée, encore à moitié endormie, et j'ai entendu le son le plus terrifiant possible. Un pas, au-dessus de moi, sur le plancher en bois. Pas un objet frappant la maison, pas le vent, un pas à l'intérieur, dans ma chambre, juste au-dessus du salon. Mon cœur s'est emballé. J'ai levé les yeux vers le plafond. Les pas avançaient lentement, puis se dirigeaient vers la porte de ma chambre. Je devais agir vite. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je me suis glissée dans la petite salle de bain du rez-de-chaussée sans allumer la lumière et j'ai verrouillé la porte. Je ne pense pas qu'il m'ait entendu. J'ai appelé le 911, luminosité au minimum dans l'obscurité totale. Quand l'opératrice a répondu, j'ai chuchoté mon nom, mon adresse et ce qui se passait. Puis je suis restée silencieuse. Les pas descendaient les escaliers, lentement, sourdement. Ils sont passés devant la porte de la salle de bain, puis vers la cuisine, puis plus rien. Un silence interminable, des minutes agonisantes, puis soudain, un grand coup contre la porte d'entrée. La police appelait. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai ouvert la porte. La maison était silencieuse, l'intrus avait disparu. La porte coulissante à l'arrière était entr'ouverte, preuve glaçante de son départ. Le bruit de son intrusion avait sans doute été couvert par la tempête. Peut-être que ça m'a sauvée. Il semblait être allé seulement dans le couloir et dans ma chambre. Si j'étais restée en haut, s'il m'avait entendu, je ne serais peut-être pas là pour raconter cette histoire. Le plus troublant, c'est que je n'ai jamais vu cette personne. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, un adolescent ou un adulte. Quelqu'un que je connaissais, ou pire, quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui me connaissait moi. C'était il y a un peu moins de 2 ans. À l'époque, je vivais dans une petite maison mitoyenne sur 2 étages et je travaillais depuis chez moi. En bas, il y avait une cuisine et un salon. En haut, 2 chambres, dont une que j'utilisais comme bureau. La maison juste à côté de la mienne, avec laquelle je partageais un mur, était vide depuis plus de 3 mois. Ce soir-là, je travaillais tard, il pleuvait et le ciel était couvert. Comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai décidé d'en profiter pour avancer. J'étais dans mon bureau depuis plusieurs heures. La maison était silencieuse. On entendait seulement la pluie tomber doucement sur le toit. Il devait être environ 20 heures quand, entre 2 frappes sur le clavier, j'ai entendu un gros boom contre le mur à côté de moi. Je me suis retournée, surpris, puis je l'ai entendu encore. Le bruit venait du mur qui donnait sur la maison vide. Étrange. Je me suis dit que c'était peut-être le propriétaire venu vérifier quelque chose ou préparer une visite. Je suis retournée travailler. Pendant l'heure suivante, j'ai continué à entendre des bruits, des craquements, des coups sourds. Un bruit, puis plusieurs minutes de silence, puis un autre. Vers 21h30, j'ai clairement entendu une porte grincer, s'ouvrir, puis se refermer. Un frisson m'a traversée. Ça faisait des mois que je n'avais pas entendu cette porte. Je ne me souvenais même plus du bruit qu'elle faisait. J'ai décidé de faire une pause. Je suis descendue pour vérifier. J'ai regardé par la fenêtre près de la porte d'entrée pour voir si la voiture du propriétaire était là. Rien, aucune voiture, aucun bruit non plus. Je me suis dit qu'il était peut-être déjà reparti. J'ai vérifié la porte d'entrée. Elle était bien verrouillée. Je suis remontée. J'étais fatiguée et j'avais envie d'aller dormir. Mais je me suis promis encore 30 minutes. Je me suis remis au travail. Aucun bruit pendant cette demi-heure, seulement la pluie. Finalement, j'ai éteint mon ordinateur. J'ai quitté le bureau, éteint la lumière du couloir et suis entrée dans ma chambre. Je me préparais à me coucher quand un son glaçant a traversé la maison. Quelqu'un sifflait, une mélodie lente, douce. Je suis restée figée. Je me suis approchée doucement de la porte et je l'ai entr'ouverte. Le sifflement était plus clair, trop clair pour venir de la maison voisine. Je me suis sentie très mal à l'aise. Je suis sortie dans le couloir. Le sifflement continuait. Je suis descendue les escaliers. Le son venait du salon. Je me suis penchée pour regarder. Dans l'obscurité, un homme était assis sur le fauteuil, face à la télévision éteinte. Il sifflait, sans presque bouger. Je distinguais seulement sa silhouette. Sa main posée sur la coudoir semblait tenir quelque chose, une petite arme de poing.
Je savais qu'il savait que j'étais là. Il avait dû m'entendre. Pourtant, il ne se retournait pas. Il continuait de siffler. Pourquoi était-il là? Comment était-il entré? Que voulait-il? Mon cœur battait à toute vitesse. Sans réfléchir, j'ai décidé de courir. J'ai ouvert la porte d'entrée brusquement. Le sifflement continuait derrière moi. Je me suis enfuie. Je me suis retournée une seule fois. Il ne me suivait pas. Mais la porte de la maison voisine était grande ouverte. J'ai couru jusqu'au bout de la rue et j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont eux aussi entendu la mélodie depuis l'intérieur. Ils sont entrés prudemment, ils l'ont trouvé dans la même position, toujours assis, toujours en train de siffler. Ils ont dit qu'il avait légèrement tourné la tête vers eux, avec un sourire tordu. Puis il a laissé tomber son arme et s'est laissé arrêter. Il n'a presque rien dit, rien sur la raison de sa présence, rien sur la façon dont il était entré. Certains ont pensé qu'il voulait peut-être simplement se faire arrêter, mais le plus étrange, c'est qu'il n'existe aucune information sur lui, pas d'empreinte reconnue, aucune pièce d'identité, rien. Sans coopération de sa part, ils n'ont jamais su qui il était, ni ce qu'il voulait vraiment. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver cette nuit-là, mais imaginer d'autres scénarios me donne encore la chair de poule. Et parfois, dans mes rêves, j'entends encore cette même mélodie siffler, et je me réveille en panique, avec l'impression qu'il pourrait être revenu. Of them not being able to release the game rather than them releasing a game? I don't know. Again, I feel like it would be more like a development challenge rather than a challenge in delivering the game. Gosh, GM is on fire today. Okay, there was one more trailer I want to watch. Let's watch Subnautica. Subnautica is an interesting one. Subnautica has been through a lot. Subnautica 1 is a fucking amazing game. Subnautica 2 has been through a lot of stress. And with this in mind, the only thing that I know is that there has been games that had a lot of stress and turbulence in the background, like Dragon Age Origins, that ended up like a good game. And there have been a lot of games that had the stress